Bonjour et bienvenue dans la saga Santé 2030 conçue à partir de l'impressionnante enquête réalisée par le LEM, les industries du médicament. Alors aujourd'hui, notre invité est le professeur Grégoire Moutel. Bonjour. Bonjour Jean-François. Vous êtes chef de service à Caen. Parmi vos préoccupations, le droit et l'éthique de la santé en partenariat avec l'EREN, qui est l'espace régional d'éthique qui est à Caen, je suppose. Oui, en Normandie. Voilà. On estime qu'il y aurait aujourd'hui 593 millions d'objets connectés portables en circulation dans le monde et que ce chiffre devrait doubler cette année. Ils ont la particularité d'être, comme leur nom l'indique, connectés entre eux via Wi-Fi, Bluetooth ou tout autre protocole de communication qui leur permet d'échanger des informations. Les achats d'applications, écoutez bien, les applications mobiles ont rapporté 101 milliards de dollars en 2018. Bref, un vrai tsunami connectivité qui affole les consommateurs, le monde des affaires, mais aussi ceux qui se posent des questions de sécurité. Ça, c'est plutôt bien maîtrisé, mais surtout d'éthique devant toutes ces données peu ou souvent pas protégées. Grégoire Moutel, bonjour. Un fait acquis, personne ne va pouvoir échapper aux objets connectés ? Je pense que personne ne va y échapper. Vous n'échappez pas à votre téléphone mobile pour contacter vos parents, vos enfants. Donc une connexion tout court, Une déjà. connexion tout court. Ouais. Donc en fait, y mettre la santé, qui est un domaine principal de notre vie quotidienne, me paraît inéluctable. Inéluctable, mais par définition difficilement imperméable pour tous les hackers que notre monde génère chaque jour, qui eux sont aussi de plus en plus performants, donc redoutables. Apprendre la maîtrise. Je pense que c'est ça qu'il faut dire aux citoyens. Liberté, mais apprenez la maîtrise. Ne donnez pas en pâture des éléments qui pourraient vous porter préjudice. Oui, mais ça, c'est un vœu pieux, parce que c'est pas si simple que ça à faire dans la vie de tous les jours. On vous demande sans arrêt des codes, des... Je sais. Néanmoins, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que quand un individu dit je suis porteur d'un risque cardiovasculaire, à qui s'adresse-t-il ? Alors, c'est quoi les prévisions de cette connectivité qui s'affole à horizon 2030 ? Alors, quand on regarde le rapport Villani, entre autres, sur les questions ou les rapports du Comité national éthique, on estime qu'en 2030, 70 à 80% de la population donneront des éléments de leur santé sur un outil connecté. Mais des éléments, des éléments confidentiels. Qui peuvent être basiques, du fait de j'ai un surpoids, j'ai une hypertension artérielle, je parle de mon diabète, donc qui sont certes confidentiels, parce que stigmatisants potentiellement. Donc des diagnostics qui sont... tout le monde peut s'approprier. Déjà aujourd'hui, sur les moins de 25 ans, on sait que les moins de 25 ans atteignent une pathologie chronique, en particulier le diabète. La moitié des patients échangent sur les réseaux sociaux à partir de leur pathologie, de leur accompagnement thérapeutique, de leur prise en charge. Mais là, c'est leur choix. Donc à ce moment-là, c'est difficile après de dire « j'ai pas voulu que ». Effectivement. À partir du moment où vous rendez public une information, c'est différent. Tout à fait. Là, on parle des informations qu'on aimerait garder confidentielles. Alors, est-ce que la sécurité et l'éthique, c'est le souci majeur de la médecine des années 2030 ? Et même, je dirais, un souci certes franco, mais mondial. Alors d'abord, c'est un sujet historique. Le secret médical, quand même, est une portée historique qu'on connaît tous depuis Hippocrate. Mais aujourd'hui, on sent bien que la fragilisation de la société, la vulnérabilité, les risques d'exclusion fait que la donnée de santé est sensible. Par rapport à l'accès au travail, c'est des classiques. Par rapport à l'accès à l'assurance, on a une société où les fragilités individuelles sont fortes et où la solidarité nationale risque de s'affaiblir. Donc, on voit bien que toute personne qui aurait une donnée de santé transmise à un tiers qui ne serait pas fiable peut en avoir préjudice. Est-ce qu'il y a une raison de ne pas être connecté ? Est-ce qu'on va aussi aller vers un vent de gens qui seront contre la connexion ? Il pourrait y avoir un mouvement d'ordre démocratique en disant « je me protège, je ne me connecte pas ». Moi, je pense que A contrario, la santé connectée peut être un plus. Dans les territoires où on a des difficultés d'accéder à un médecin, si on veut une double expertise et savoir si un deuxième avis médical m'est nécessaire, même si je suis dans une grande ville, partager éventuellement à l'international, parce qu'aujourd'hui il y a des vraies données de santé à l'international. Donc je pense que la connexion peut être aussi un espace de liberté nouveau par rapport à une meilleure santé. Mais il y a le corollaire qui est effectivement le mésusage. On n'a pas vraiment de liberté face à ce phénomène. Aujourd'hui, quelqu'un qui refuserait une connexion Internet va vite se retrouver totalement isolé. Ouais. Pour toutes les, pas uniquement pour les données de santé, mais pour tout. On a parlé d'ailleurs, après la fracture sociale chez Jacques Chirac, de risque de fracture numérique et d'exclusion, parce qu'effectivement, aujourd'hui, même pour acheter son timbre-poste, il faut être connecté. Alors, c'est qui le bénéficiaire de ce vent de connexion ? Le patient, est-ce qu'il est bénéficiaire ? Forcément, quelqu'un qui fait de l'éthique va vous dire je vais me battre pour que ce soit le patient qui soit bénéficiaire. Donc ce que je disais, l'accès à un meilleur diagnostic, l'accès à un meilleur traitement, l'accès à un meilleur savoir, une meilleure compréhension de son destin, quelque part c'est ça. Et puis effectivement, je vais me battre pour les dérives qui seraient des dérives
trop marchande, trop commerciale et qui viendrait utiliser l'individu et non pas lui rendre service. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que le bénéficiaire, bon, tout le monde, effectivement, le patient commence par lui, mais le médecin, son temps libre, est-ce qu'il va être bénéficiaire ou pas? Vaste débat, Jean-François. On a dit très longtemps, on manque de médecins, donc on va mettre de la connexion pour faciliter. Le problème, c'est que quand on est connecté, il faut savoir qui vous répond au bout. Et donc, on a envie qu'au bout de sa connexion, il y ait un moment, un individu qui vous réponde. Et il y a des médecins qui ont dit, ah oui, mais moi, si j'ai 1000 patients dans ma patientèle, et que je reçois 1000 messages connectés de mes patients par jour, comment est-ce que je vais répondre Donc, c'est une vraie question de qui a-t-il au bout pour mettre quand même de l'humain au bout de la connectivité. Donc le temps n'est pas forcément sauf si on organise l'équipe médicale différemment. Non, si on rentrant cette, Moi je crois beaucoup, vous savez qu'à la faculté on parle des nouveaux métiers de la santé. Ouais. Demain il y aura certainement, me semble-t-il, des nouveaux métiers de la santé. L'assistant médical, mais ça y est, c'est parti. Ouais, mais qui répondra non pas à la demande en présentiel aux patients, mais à la demande à distance. Ça c'est vrai. Alors il y a au moins un bénéficiaire qui est important, vous êtes chercheur, vous allez droit au cœur, qui est l'épidémiologie. Ah, tout à fait. Parce que là, on va quand même sacrément progresser. Alors ça démultiplie l'accès à la connaissance. Hein. Si vous voulez aujourd'hui avoir des preuves sur 60 millions de Français sur la façon dont ils se traitent, eh ben, vous avez l'accès à 60 millions de données. Donc effectivement, pour la science, l'accès à ce qu'on appelle les big data a un intérêt. Il faut quand même aussi pondérer, il faut que ces données soient de qualité. Qui les renseigne comment sont-elles saisies? Parce que si les données sont de mauvaise qualité, la science se trompera. Donc, et le perdant, l'image du médecin qui est quand même un peu remplacé. De temps en temps, je ne me fais pas que des amis, mais je dirais une image archaïque de médecin. Celui qui ne veut pas évoluer avec la société. Nous, à la faculté, on forme les médecins modernes. On leur dit, il va falloir que vous intégriez dans la relation soignant-soigné le fait qu'il y aura des outils entre vous et le patient. L'hyperchondrie et l'obsession du patient? Elle existe déjà, je ne suis pas sûr que ce soit l'outil qui le majore, mais il est vrai que l'accès au savoir, quand on était étudiant en santé, je fais une petite boutade, moi quand on faisait cancer du testicule, je rentrais chez moi, je pensais me poser la question que j'avais un cancer du testicule. Donc plus le patient a accès à des savoirs et à des outils, plus il va vouloir essayer de s'auto-diagnostiquer. Il peut y avoir des dérives, mais il faut les accompagner, il faut former les gens. Et dans les bénéficiaires ou les perdants, on n'a pas discuté des assureurs? On le verra, je pense, au fil de l'émission. Je les mets en fonction de l'éthique des assurances. On peut travailler avec des assureurs qui vous disent je mets un outil connecté parce que je m'assure de la prévention, parce que la prévention peut me rapporter en termes de moindres dépenses de santé. Tout le monde est gagnant. C'est l'éthique individuelle et l'éthique collective qui sont gagnants. Si l'assureur prend l'outil pour une autre chose, pour augmenter les primes, dérembourser, exclure un patient du système assurantiel, on est dans la dérive. Alors, les fonctions des objets connectés étant nombreuses, il serait difficile de les lister de façon exhaustive. Néanmoins, voici quelques exemples. Les balances électroniques connectées qui mesurent la masse graisseuse et transmettent des informations à une application permettant de surveiller son poids, les appareils analysant le sommeil, les brosses à dents intelligentes, les volets connectés ou encore les vêtements connectés. Alors, parmi les pionniers de la médecine connectée, il y a une société française qui est une réussite mondiale, la société Withings, qui compte quelques best-sellers comme ces montres qui comptabilise l'exercice physique ou ses balances, mais aussi quelques échecs retentissants comme ces capteurs de sommeil. C'est pas un reportage promotionnel, mais on a été visiter la Silicon Valley dans la banlieue parisienne pour découvrir si la sécurité et l'éthique sont une des préoccupations majeures de l'entreprise. Un reportage de Diane Cacciarella. Montres, tensiomètres, balances, les objets de santé connectés sont de plus en plus nombreux sur le marché et de plus en plus performants. Le dernier en date est cette ScanWatch, une montre connectée capable de prendre un électrocardiogramme pour détecter différents types d'arythmies, comme la fibrillation auriculaire. Alors pour prendre un ECG, c'est assez simple, il suffit d'utiliser la molette de la montre, de sélectionner la fonction ECG, de placer ses deux doigts sur la montre et d'attendre que les 30 secondes mesurent l'ECG. À la fin des 30 secondes, on peut voir directement sous la montre le résultat. Ensuite, on peut voir effectivement tous les résultats directement depuis l'application HealthMate, notre application, dans laquelle on voit tous les enregistrements que j'ai pu faire. On peut rejouer le signal ECG. On peut exporter toutes les données de l'électrocardiogramme dans le cas où vous voudriez le montrer à un cardiologue ou un docteur. Cette montre est aussi dotée d'un capteur qui mesure la saturation en oxygène et le rythme cardiaque. Grâce à cette technologie, l'appareil peut détecter l'apnée du sommeil. Toutes les données que l'on enregistre pendant la nuit ou pendant la journée sont disponibles sur le téléphone.
dans l'application HealthMate. Et donc là, c'est un exemple qu'on pourrait avoir si je fais de l'apnée du sommeil. Voilà. Donc on voit directement les endroits dans la nuit où je fais de l'apnée du sommeil. Il y a aussi dans ce produit la détection des arythmies du cœur pendant la journée et pendant la nuit. Et donc la montre va mesurer à des moments opportuns le rythme cardiaque ainsi que sa variabilité, la variabilité du rythme cardiaque, afin de voir si vous avez des potentielles arythmies telles que la fibrillation auriculaire. Si la montre soupçonne une arythmie, elle demande à l'utilisateur de faire un électrocardiogramme et, si besoin, lui conseille de prendre rendez-vous avec un médecin. Cette montre serait donc capable de délivrer un premier diagnostic, mais peut-on se fier à elle ? On a comparé la performance de l'électrocardiogramme de notre montre avec un électrocardiogramme qu'on appelle 12 voies, qui est celui utilisé par les cardiologues, en simultané, sur des centaines de personnes. Sur des gens qui faisaient de la fibrillation auriculaire, différents types d'arythmies et ceux qui n'avaient rien, pour prouver la performance de notre produit. Et la performance est équivalente. Ce sont des produits d'utilité publique. On a plusieurs exemples où des cardiologues recommandent ou prescrivent des montres aux États-Unis pour pouvoir mesurer un ECG, parce qu'ils savent que la plupart des événements arrivent en dehors de leur cabinet. On sait aussi que l'apnée du sommeil est complètement sous-diagnostiquée, et donc aujourd'hui on le fait via notre montre, on va le faire via notre capteur qu'on met sous le matelas, et qui demain vont pouvoir permettre de détecter ces maladies. Toutes ces données de santé sont sensibles. Il faut donc les sécuriser et garantir aux utilisateurs leur confidentialité. Les données sont stockées sur différents serveurs, et en fait elles sont illisibles sans une clé de chiffrement. Et donc ces clés de chiffrement, seuls nous les avons. Elles sont là aussi disponibles pour l'utilisateur quand il souhaite lire ces données dans son application par exemple. Si quelqu'un était amené à hacker notre base de données demain, il ne pourrait pas faire la correspondance entre les données de santé et les informations personnelles de nos utilisateurs, car il n'aurait pas la clé de chiffrement qui est, elle, sur des serveurs déportés et qui ne sont donc pas sur les mêmes serveurs. Ces objets connectés sont aussi vendus à des prestataires de santé, médecins, hôpitaux, instituts de recherche, pour suivre leurs patients. Dans ce cas, Withings s'assure avant tout partenariat que ces acteurs respectent les mêmes normes de sécurité et de confidentialité des données de santé. Grégoire, c'est impressionnant votre commentaire. Effectivement, impressionnant est le juste mot, mais impressionnant de manière positive. C'est-à-dire qu'on a là des jeunes ingénieurs, chercheurs, entrepreneurs qui vont cibler les failles de la médecine actuelle. On l'a dit, il y a un nombre de diagnostics aujourd'hui qui se passent en vie réelle. Hein, les troubles cardiaques, l'apnée du sommeil, il y en a d'autres. La fibrillation atriale, là, c'est des problèmes de santé publique. Le nombre, quand on a été clinicien comme moi et comme d'autres autour de cette table, et toi en particulier, on sait très bien que le temps du diagnostic relationnel, c'est un quart d'heure, 20 minutes dans une consultation médicale. On peut passer à côté de plein de choses. Donc le fait que le patient amène des éléments d'ordre diagnostique est essentiel. Avec des outils, et c'est une des interrogations éthiques, mais qui est rassurante dans le présent reportage, qui dit est-ce que ces outils sont fiables, validés et respectent des normes de confidentialité. C'est les critères éthiques. Si les outils sont fiables et validés, de ne pas faire d'erreur, d'accord ? Et s'ils respectent la vie privée des gens et les dérives qu'on évoquait tout à l'heure, l'outil ne peut être qu'un plus dans la relation du soin. Ça vous suffit, ces réponses sur la sécurité ? Alors, ça, c'est le cadre théorique. Après, effectivement, il faut en explorer la mise en œuvre pratique, parce que dans un État démocratique, on doit s'assurer que ce qui est dit est réellement mis en œuvre. Mais vous savez, aujourd'hui, la principale faille dans le secret médical, ce n'est pas l'outil, c'est l'humain. Aujourd'hui, comme je dis, c'est un patient lui-même qui, des fois, confie à sa collègue de travail ou sur un réseau social la nature de sa pathologie et qui auront le secret. Donc, il ne faut pas non plus avoir le fantasme que ce soit la technologie qui soit l'objet de la rupture du secret. Il n'empêche qu'il faut quand même que les règles de confidentialité soient strictement assurées, que les outils soient sécurisés. Alors ça, c'est la plus grosse société française de connectique, mais est-ce qu'il y a besoin de mettre des verrous, de les surveiller beaucoup ? Eux, ils ne peuvent pas se permettre de faire des ventes de données parce qu'ils seraient morts, mais est-ce quelle garantie on a besoin d'un organisme de garantie ? Il y a un mot-clé aujourd'hui, c'est la confiance. C'est-à-dire si l'individu sent qu'il est lésé à travers lui, il perdra confiance, les gens ne se connecteront plus, l'outil ne sera plus promu sur le marché. Donc effectivement, et puis après, il y a des gens faibles dans la société, vulnérables. Donc il faut, oui, que le système législatif et d'encadrement de ces pratiques soit changer. La loi CNIL 78, on a l'impression de parler de la préhistoire. Aujourd'hui, il faut inventer de nouvelles régulations qui permettent de protéger les individus. Je pense que oui. Est-ce qu'il faut que le médecin ait jusqu'à être le prescripteur de ces objets connectés ?
pour justement donner une certaine confiance? Moi, je fais partie des jeunes ou plus ou moins jeunes universitaires qui disent qu'il faut arrêter la suprématie du fait médical sur les données de santé. Le patient devient expert, le patient devient autonome. Donc, un individu a le droit d'acquérir des données de santé pour son propre compte. Par contre, ce qu'il faut dire aux individus, c'est rester, mais c'est dit dans le reportage, rester en contact avec un professionnel parce que l'expertise sur la donnée collectée, elle reste entre les mains de professionnels de santé. Donc voilà, on peut être autonome, mais rester en contact. Le grand danger, c'est d'être solitaire et de faire une erreur et de mal interpréter la donnée si on le fait soi-même. Est-ce qu'il faut attendre une génération de médecins geeks pour que ces objets soient pris au sérieux? On se souvient du temps qu'il a fallu pour que le médecin généraliste accepte que les patients prennent leur tension à domicile. On a encore beaucoup de freins chez les médecins avec qui je discute, certes les plus âgés, sur les objets connectés. Or, quand on voit ça, on se dit qu'on y va tout droit. Alors il faut attendre, mais pas trop, parce que Jean-François, tu viens de dire que tu discutes avec des médecins plus âgés. Moi, j'ai les plus jeunes en formation. Ouais. Les plus jeunes en formation, dans 6 ans, ils vont être opérationnels et ils y sont déjà. Ils sont dans l'attente. Avec la double réflexion qu'on avait, plus-value pour la pratique et la qualité des soins et protection du patient. On est en train de former une génération de médecins qui va travailler avec ces outils-là. Ces objets connectés sont quand même des objets de nantis parce qu'ils ont un coût assez important et pour le moment, on ne voit pas poindre de remboursement à l'horizon. Alors, pour moi, c'est un sujet majeur de demain. L'accès à l'innovation, que ce soit les nouveaux médicaments, les molécules onéreuses, systèmes connectés, doivent intégrer le système de protection sociale. Parce que si on part de la plus-value dont je viens de parler tout à l'heure et que c'est un plus pour l'individu, mais aussi pour le système collectif de prise en charge, il y a un moment où la question du remboursement doit se poser. Mais elle devra se poser dans le cadre de la preuve aussi, de la preuve et de l'amélioration en vie réelle sur la qualité de vie des patients. En tout cas, ces entreprises se disent souvent méprisées par les pouvoirs publics. Oui, parce qu'on est dans des phases de combat, avec des restrictions budgétaires, avec des choix à faire, mais dans l'absolu, je pense que, alors ça c'est un grand débat de société, il y a peut-être des choses auxquelles il faudrait renoncer, il y a quelques soins inutiles en France, il y a quelques prescriptions inutiles, au profit de ces innovations plus modernes. Donc il y aura des choix de société à faire, mais je pense qu'il faut y aller. Alors, et le médicament, à la demande de certains assureurs, la possibilité de contrôler l'observance est un plus énorme. Mais ne risque-t-on pas d'aller trop loin? Quelles sont les solutions déjà commercialisées et à venir? Le professeur Hervé Schneives, qui est neurologue, directeur de recherche au CNRS, président du comité d'éthique de l'INSERM, est en direct. Bonjour, professeur Schneives. Bonjour Jean-François. Alors, que peut-on dire du médicament connecté? Dire que c'est une réalité proche? Alors, il y a 2 choses. Il y a le médicament connecté, c'est pas encore très utilisé. Et puis, il y a les objets connectés. Tout ce qui est implant de stimulation à haute fréquence pour le parkinsonien, pacemaker. Et là, il y a effectivement une connexion possible, ce qu'on appelle la boucle ouverte, qui est déjà une réalité existante. Et vous trouvez cela souhaitable? Alors, ce qui est souhaitable, c'est toujours ce qui va dans l'intérêt du patient. Donc, par exemple, les implants avec boucle ouverte sont des implants qui sont capables de s'adapter à l'activité du sujet. Pour la maladie de Parkinson, c'est un progrès important, au lieu d'avoir une stimulation à une certaine fréquence fixe, d'avoir la possibilité pour le stimulateur de s'adapter avec un logiciel d'intelligence artificielle à l'activité de la personne. La question qui va se poser, c'est est-ce que ça remet en cause l'autonomie ou est-ce que ça l'améliore? Est-ce qu'il y a atteinte à la bienfaisance du procédé de soin? Est-ce qu'il y a un risque de malfaisance? Et puis, la question de la justice, c'est-à-dire d'une part l'accessibilité au traitement et d'autre part le coût pour la société de ce traitement. Une question importante, la connexion doit-elle se faire entre le pilulier et la bouche ou avec l'intérieur du corps? Alors la question de la connexion, c'est surtout la question du respect de l'autonomie ou de l'aide à l'autonomie de la personne. Donc le pilulier, il doit être là pour permettre de dire à la personne « vous devez prendre le traitement, vous avez déjà pris ce traitement », donc d'être au fond une béquille, au lieu d'être la béquille quand on s'est tordu un genou ou cassé une jambe, d'être la béquille à l'observance du traitement. Est-ce qu'on ne peut pas parler alors de viol d'intimité? Surtout, on peut craindre une demande des assurances. La question du viol d'intimité, elle est surtout le problème de la collecte des données, de la propriété des données et de l'usage qui est fait des données. Si on est dans un élément d'aide à l'observance, on aide et on renforce l'autonomie de la personne.
Si les données sont utilisées pour apprendre autre chose ou être conjuguées à d'autres données de la vie personnelle de la personne, alors là, effectivement, on rentre dans un viol de la vie privée. Avec quelles conséquences l'utilisation de ces objets ? Les conséquences, elles sont multiples. D'abord, c'est une atteinte à la vie privée de la personne et bien sûr, tout doit être fait pour respecter cette vie privée. La conséquence, elle peut être aussi des changements du coût des assurances, selon que la personne observe ou n'observe pas. On peut même en arriver à être interdit de traitement si l'on ne suit pas correctement le traitement. À côté de ça, on sait très bien pour les traitements antibiotiques, surtout quand ils sont de longue durée, que c'est une sécurité pour la société. Donc il faut toujours faire une balance entre le bénéfice, le risque, le bénéfice pour l'individu, le risque pour la société. Alors ce sera la dernière question. Les médecins qui, comme vous, réfléchissent à ce problème, ont des préconisations ? Nos préconisations, c'est d'anticiper. Nous ne sommes pas encore dans l'usage répandu, donc il est temps de réfléchir. Bien sûr, au centre, les 4 grands principes de l'éthique biomédicale, l'autonomie de la personne, la bienfaisance, la non-malfaisance et la question de la justice. La question surtout de qui collecte les données, qui stocke ces données, qui est propriétaire des données et quel est l'usage qui est fait de ces données, en particulier quand on voit un mixage de ces données avec d'autres données de la vie personnelle du sujet. Merci Hervé, c'est très clair. Merci Jean-François. Grégoire Moutel, bon, on a plus de questions que de réponses en fait, quand on commence à parler de ces problèmes d'éthique et de sécurité. Une fois, mon ami Hervé Schneeweiss, que j'apprécie énormément, avec qui je travaille très fréquemment, nous a quand même donné 4 grandes pistes, 4 grands mots-clés. Ouais. Il suffit de les décliner au plan pratique. Allez-y. Quand on dit la question de la justice, aujourd'hui, je redis ce que je disais tout à l'heure, si l'outil est validé, si l'outil apporte un plus pour la santé des populations, il faut que tout le monde l'ait entre ses mains, qu'on pense à la question du remboursement de la solidarité nationale, d'accord, et qu'on maintienne cet outil dans le champ de la relation thérapeutique. Le contre-modèle, c'est l'outil existe, il n'y a que les riches qui peuvent se le payer, et puis il y aurait des non-sécurisations de données, et l'assurance s'adapterait à la question de la compliance du sujet. On voit quand même 2 paradigmes de société très différents qui s'élaborent. Donc ce n'est pas l'outil qui est en cause, c'est la façon dont on va en faire usage dans la société. Deuxième mot-clé. Donc ça, c'est important. Donc on a parlé de la justice. La question de l'autonomie, très très importante. Est-ce que la pilule est contrôlée à l'intérieur du corps ou dans le boîtier ? Si elle est dans le boîtier, le patient peut toujours ouvrir son boîtier, ne pas prendre son traitement parce qu'il le supporterait mal, ça lui donnerait des maux de tête, plein d'éléments tout à fait recevables. Si le contrôle est à l'intérieur du corps, on saura qu'il ne l'a réellement pas pris. D'accord ? Et en plus, cette donnée sera connectée non pas dans une finalité d'accompagnement thérapeutique, mais de surveillance. Donc entre bienfaisance et surveillance, là aussi on voit bien le clivage. Et on corrèle ça à l'autonomie, c'est-à-dire que l'individu doit toujours pouvoir choisir. Et s'il choisit de faire A ou B, il ne doit pas être stigmatisé en fonction de A ou B. Alors s'il y a une non-prise de médicaments, qui doit être prévenu, le patient ou le patient et son médecin ? Eh bien je pense le patient. Et si on doit prévenir le médecin, si le patient a donné son accord à ce que le médecin soit prévenu. Donc on est dans une chaîne de consentement, et ça s'élabore tout à fait. D'ailleurs, ça se conçoit au niveau informatique, la traçabilité des consentements, vers qui va l'information. Les techniciens de l'informatique, plus que les techniciens, les ingénieurs savent tout à fait gérer ça. Vous voyez ça à quel horizon, vous, le médicament connecté ? Je le vois déjà à l'horizon d'aujourd'hui, puisqu'il y a un médicament connecté qui est sorti aux États-Unis avec une autorisation officielle, qui est un médicament, il a posé particulièrement problème, ce médicament. On a publié un article sur ce sujet-là, parce que, en fait, c'est un médicament qui est donné en psychiatrie. Ah oui. Et un médicament considéré comme onéreux. Et la finalité de la connexion, ne sait pas si elle est dans l'intérêt du patient ou de l'intérêt du coût du traitement aux utilisateurs. Donc déjà, c'était une des questions que je voulais vous poser. A été posée en pratique. Ouais. Et en plus, chez des patients de psychiatrie, donc vous voyez que la question du consentement est déjà fragilisée. Donc il faudra aussi réfléchir à ces situations particulières, mais fréquentes en médecine, où le sujet est en perte d'autonomie, et il faudra quand même le protéger, malgré lui, au sens noble du terme. C'est des arguments qu'il va falloir avoir avec les patients, parce qu'effectivement, si le patient sent que c'est pour faire des économies, il va très vite être contre le système. Vous ne trouvez pas que... Alors, on sort du médicament connecté, on revient sur la connexion générale, que le médecin se fait dépouiller progressivement de son pouvoir ? Vous savez, le pouvoir médical, on pourrait y passer des heures. Moi, je pense que ce qu'attendent les gens, avant tout, c'est une compétence. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est si les médecins évoluent dans leurs connaissances et sont capables de conseiller un patient après qu'il ait fait usage d'un outil connecté,
le patient reconnaîtra sa compétence. Donc le terme de pouvoir, je pense qu'il faut l'abandonner, il est obsolète. On doit raisonner en termes de compétence, d'interactivité. Et puis, soyons réalistes, le médecin restera acteur de la société parce qu'il y a tellement d'autres choses à gérer. La souffrance, l'accompagnement, la dimension relationnelle, l'explication. La machine ne se substituera pas complètement à l'humain. Donc c'est une articulation intelligente entre les... Un petit mot, quand on parle d'intelligence artificielle, moi je dis que c'est une nouvelle d'interaction artificielle. Voilà. On ne peut pas dire que c'est donc pas une préoccupation, plutôt un combat d'arrière-garde. Oui, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui ont pu à un moment poser des questions de on n'y va pas par prudence. Aujourd'hui, je pense qu'il faut accompagner et faire évoluer les professions. Le summum de tout ça, est-ce que c'est pas, on pourrait faire une émission entière là-dessus, le décodage de l'ADN et la possibilité de prédire? Alors là, oui. Alors c'est vrai que si on connecte génétique et objets connectés et qu'on est sur des données qui sont des données de santé non pas actuelles pour mieux me soigner aujourd'hui, mais des données de santé prospective de qu'est-ce que je vais devenir dans l'avenir, c'est vrai que déjà à titre individuel, c'est accepter soi-même que l'on me prépare à mon destin. Ouais. Je ne suis pas sûr que ni toi ni moi, j'ai envie de savoir ce que je vais devenir demain. Mais a fortiori, on n'a pas envie que la société sache ce que moi je vais devenir demain, parce que là, tout peut en découler. L'accès à mon travail, éventuellement l'accès à mon projet parental, l'accès à ma vie assurantielle. Donc c'est vrai que là, dès qu'on connecte la génétique et la prédiction, on n'est plus dans le diagnostic. La prédiction, ce n'est pas du diagnostic. Et vous savez pourquoi ça ne se fera jamais? Parce que je pense qu'un jour, on exigera aux politiques d'avoir ce type de prédiction et qu'ils seront tout à fait compte qu'on puisse savoir quel est leur avenir médical avant même de commencer leur carrière. Oui. Il y a une belle histoire chez François Mitterrand qui a fait 2 mandats présidentiels sans porter de jugement sur son action politique, alors qu'il était porteur d'une pathologie que personne ne connaissait. Si on l'avait su, il n'aurait peut-être pas été élu. Probablement. En 2030, puisque c'est l'idée de cette série, cette connectivité fait que nos vies sont sous surveillance? Moi, je pense... Alors, nos vies risqueraient d'être sous surveillance si on ne mettait pas en œuvre tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Par contre, je pense que nos vies peuvent être assistées, d'accord, et accompagnées avec des outils qui peuvent nous aider à mieux vivre. Eh bien, écoutez, cette émission est presque terminée. Je vais vous demander une conclusion. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces médecins et non-médecins qui nous regardent? On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. J'ai dit la génération actuelle de médecins est en formation. Toutes les questions qu'on vient d'évoquer, y compris autour de l'éthique, de la régulation, des choix de société, doivent faire partie du corpus des professionnels. Si les professionnels de santé épousent un modèle démocratique qui est sain, serein, apaisé, protecteur du patient, les outils seront acceptés. Si les professionnels dévient, à quelque niveau que ce soit, les citoyens n'auront plus confiance. Et donc moi, je fais partie de ceux qui enseignent l'éthique dans les facultés, et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, c'est la formation de professionnels compétents, y compris sur ces questions sociétales. Merci Grégoire, c'était brillant et très clair. Merci d'avoir participé à cette émission. Pour ceux qui seraient intéressés par l'intégralité de l'exceptionnel document Santé 2030, qui a inspiré cette émission, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site du LEM. Le synthé va s'afficher. Rubrique Santé 2030. Merci d'ailleurs au LEM qui nous a permis de réaliser cette série d'émissions en complète indépendance rédactionnelle. Je vous rappelle que les 6 épisodes sont disponibles sur notre chaîne YouTube Fréquence Médicale. Une formidable aventure que celle de la Santé 2030. Et les audiences sont là pour nous prouver qu'on avait raison. À très vite pour une nouvelle histoire. En attendant de vous retrouver, portez-vous bien.